Littérature audio présente L'oiseau bleu. Un conte de Madame d'Aulnoy. Il était une fois un roi fort riche en terre et en argent. Sa femme mourut, il en fut inconsolable. Il s'enferma 8 jours entiers dans un petit cabinet, où il se cassait la tête contre les murs, tant il était affligé. On craignit qu'il ne se tuât. On mit des matelas entre la tapisserie et la muraille, de sorte qu'il avait beau se frapper, il ne se faisait plus de mal. Tous ses sujets résolurent entre eux de l'aller voir et de lui dire ce qu'il pourrait de plus propre à soulager sa tristesse. Les uns préparaient des discours graves et sérieux, d'autres d'agréables et même de réjouissants, mais cela ne faisait aucune impression sur son esprit. À peine entendait-il ce qu'on lui disait. Enfin, il se présenta devant lui une femme si couverte de crêpe noire, de voiles, de mantes, de longs habits de deuil, et qui pleurait et sanglotait si fort et si haut, qu'il en demeura surpris. Elle lui dit qu'elle n'entreprenait point, comme les autres, de diminuer sa douleur, qu'elle venait pour l'augmenter, parce que rien n'était plus juste que de pleurer une bonne femme, que pour elle, qui avait eu le meilleur de tous les maris, elle faisait bien son compte de pleurer tant qu'il lui resterait des yeux à la tête. Là-dessus, elle redoubla ses cris, et le roi, à son exemple, se mit à hurler. Il la reçut mieux que les autres. Il l'entretint des belles qualités de sa chair défunte, et elle renchérit celles de son cher défunt. Ils causèrent tant et tant qu'ils ne savaient plus que dire sur leur douleur. Quand la fine veuve vit la matière presque épuisée, elle leva un peu ses voiles. Et le roi, affligé, se récréa la vue à regarder cette pauvre affligée qui tournait et retournait fort à propos 2 grands yeux bleus, bordés de longues paupières noires. Son teint était assez fleuri. Le roi la considéra avec beaucoup d'attention. Peu à peu, il parla moins de sa femme. Puis, il n'en parla plus du tout. La veuve disait qu'elle voulait toujours pleurer son mari. Le roi la pria de ne point immortaliser son chagrin. Pour conclusion, l'on fut tout étonné qu'il l'épousât, et que le noir se changea en vert et en couleur de rose. Il suffit très souvent de connaître le faible des gens pour entrer dans leur cœur et pour en faire tout ce que l'on veut. Le roi n'avait eu qu'une fille de son premier mariage, qui passait pour la 8e merveille du monde. On la nommait Florine, parce qu'elle ressemblait à Flore, tant elle était fraîche, jeune et belle. On ne lui voyait guère d'habits magnifiques. Elle aimait les robes de taffetas volant, avec quelques agrafes de pierreries et force guirlandes de fleurs qui faisaient un effet admirable quand elles étaient placées dans ses beaux cheveux. Elle n'avait que 15 ans lorsque le roi se remaria. La nouvelle reine envoya quérir sa fille, qui avait été nourrie chez sa marraine, la fée Souciot. Mais elle n'en était ni plus gracieuse, ni plus belle. Souciot y avait voulu travailler et n'avait rien gagné. Elle ne laissait pas de l'aimer chèrement. On l'appelait Truitonne.
car son visage avait autant de taches de rousseur qu'une truite. Ses cheveux noirs étaient si gras et si crasseux que l'on n'y pouvait toucher. Sa peau jaune distillait de l'huile. La reine ne laissait pas de l'aimer à la folie. Elle ne parlait que de la charmante Truitonne. Et, comme Florine avait toutes sortes d'avantages au-dessus d'elle, la reine s'en désespérait. Elle cherchait tous les moyens possibles de la mettre mal auprès du roi. Il n'y avait point de jour que la reine et Truitonne ne fissent quelques pièces à Florine. La princesse, qui était douce et spirituelle, tâchait de se mettre au-dessus des mauvais procédés. Le roi dit un jour à la reine que Florine et Truitonne étaient assez grandes pour être mariées, et qu'aussitôt qu'un prince viendrait à la cour, il fallait faire en sorte de lui en donner une des deux. « Je prétends, répliqua la reine, que ma fille soit la première établie. Elle est plus âgée que la vôtre, et comme elle est 1000 fois plus aimable, il n'y a pas à balancer là-dessus. » Le roi, qui n'aimait point la dispute, lui dit qu'il le voulait bien, et qu'il l'en faisait la maîtresse. À quelque temps de là, on apprit que le roi charmant devait arriver. Jamais prince n'avait porté plus loin la galanterie et la magnificence. Son esprit et sa personne n'avaient rien qui ne répondît à son nom. Quand la reine sut ces nouvelles, elle employa tous les brodeurs, tous les tailleurs et tous les ouvriers à faire des ajustements à Truitonne. Elle pria le roi que Florine n'eût rien de neuf, et, ayant gagné ses femmes, elle lui fit voler tous ses habits, toutes ses coiffures et toutes ses pierreries le jour même que Charmant arriva, de sorte que, lorsqu'elle se voulut parer, elle ne trouva pas un ruban. Elle vit bien d'où lui venait ce bon office. Elle envoya chez les marchands pour avoir des étoffes. Ils répondirent que la reine avait défendu qu'on lui en donnât. Elle demeura donc avec une petite robe fort crasseuse, et sa honte était si grande qu'elle se mit dans le coin de la salle lorsque le roi charmant arriva. La reine le reçut avec de grandes cérémonies. Elle lui présenta sa fille, plus brillante que le soleil, et plus laide par toutes ses parures qu'elle ne l'était ordinairement. Le roi en détourna ses yeux. La reine voulait se persuader qu'elle lui plaisait trop et qu'il craignait de s'engager, de sorte qu'elle la faisait toujours mettre devant lui. Il demanda s'il n'y avait pas encore une autre princesse appelée Florine. « Oui, dit Truitonne en la montrant avec le doigt, la voilà qui se cache parce qu'elle n'est pas brave. » Florine rougit et devint si belle, que le roi charmant demeura comme un homme ébloui. Il se leva promptement et fit une profonde révérence à la princesse. « Madame, lui dit-il, votre incomparable beauté vous part trop pour que vous ayez besoin d'aucun secours étranger. »« Seigneur, répliqua-t-elle, je vous avoue que je suis peu accoutumée à porter un habit aussi malpropre que l'est celui-ci, et vous m'auriez fait plaisir de ne vous pas apercevoir de moi. »« Il serait impossible, s'écria Charmant, qu'une si merveilleuse princesse pût être en quelque lieu, et que l'on eût des yeux pour d'autres que pour elle. »« Ah !» dit la reine irritée, « je passe bien mon temps à vous entendre. Croyez-moi, Seigneur, Florine
est déjà assez coquette, elle n'a pas besoin qu'on lui dise tant de galanteries. » Le roi charmant démêla aussitôt les motifs qui faisaient ainsi parler la reine. Mais, comme il n'était pas de condition à se contraindre, il laissa paraître toute son admiration pour Florine et l'entretint 3 heures de suite. La reine, au désespoir, et Truitonne, inconsolable de n'avoir pas la préférence sur la princesse, firent de grandes plaintes au roi. Elles l'obligèrent de consentir que, pendant le séjour du roi charmant, l'on enfermerait Florine dans une tour, où il ne se verrait point. En effet, aussitôt qu'elle fut retournée dans sa chambre, 4 hommes masqués la portèrent au haut de la tour et l'y laissèrent dans la dernière désolation. Car elle vit bien que l'on n'en usait ainsi que pour l'empêcher de plaire au roi qui lui plaisait déjà fort et qu'elle aurait bien voulu pour époux. Comme il ne savait pas les violences que l'on venait de faire à la princesse, il attendait l'heure de la revoir avec 1000 impatiences. Il voulut parler d'elle à ceux que le roi avait mis auprès de lui pour lui faire plus d'honneur. Mais, par l'ordre de la reine, ils lui dirent tout le mal qu'ils purent, qu'elle était coquette, inégale, de méchante humeur, qu'elle tourmentait ses amis et ses domestiques, qu'on ne pouvait être plus malpropre, et qu'elle poussait si loin l'avarice, qu'elle aimait mieux être habillée comme une petite bergère que d'acheter de riches étoffes de l'argent que lui donnait le roi son père. À tout ce détail, Charmant souffrait et se sentait des mouvements de colère qu'il avait bien de la peine à modérer. Non, disait-il en lui-même, il est impossible que le ciel ait mis une âme si mal faite dans le chef-d'œuvre de la nature. Je conviens qu'elle n'était pas proprement mise quand je l'ai vue, mais la honte qu'elle en avait prouve assez qu'elle n'était point accoutumée à se voir ainsi. Quoi, elle serait mauvaise avec cet air de modestie et de douceur qui enchante? Ce n'est pas une chose qui me tombe sous le sens. Il m'est bien plus aisé de croire que c'est la reine qui la décrit ainsi. L'on n'est pas belle-mère pour rien. Et la princesse Truitonne est une si laide bête qu'il ne serait point extraordinaire qu'elle portât envie à la plus parfaite de toutes les créatures. Pendant qu'il raisonnait là-dessus, des courtisans qui l'environnaient devinaient bien à son air qu'il ne lui avait pas fait plaisir de parler mal de Florine. Il y en eut un plus adroit que les autres, qui, changeant de ton et de langage pour connaître les sentiments du prince, se mit à dire des merveilles de la princesse. À ces mots, il se réveilla comme d'un profond sommeil. Il entra dans la conversation. La joie se répandit sur son visage. « Amour, amour, que l'on te cache difficilement. Tu parais partout, sur les lèvres d'un amant, dans ses yeux, au son de sa voix. Lorsque l'on aime, le silence, la conversation, la joie ou la tristesse, tout parle de ce qu'on ressent. » La reine, impatiente de savoir si le roi charmant était bien touché, envoya quérir ceux qu'elle avait mis dans sa confidence, et elle passa le reste de la nuit à les questionner. Tout ce qu'ils lui disaient ne servait qu'à confirmer l'opinion où elle était, que le roi aimait Florine.